Raquel Garrido. Je voudrais commencer par une phrase que nous a rappelé Loïc Blandiot lorsque nous l'avons auditionné à l'Assemblée nationale. J'anime avec d'autres députés de la NUPES un groupe de travail sur les institutions, sur la 6e République, et on a auditionné pas mal de personnes. Ces auditions sont disponibles en ligne, et Loïc Blandiot nous rappelait cette phrase d'Albert Camus qui disait « Lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. » Nous sommes en 2023 et je pense que nous sommes exactement à cet endroit-là. Alors, est-ce que c'est la démocratie proprement dite qui est malade? Alors, je me méfie un petit peu de ces formules qui tendent à jeter un regard péjoratif sur la démocratie elle-même, du style « elle est essoufflée, elle est fatiguée, elle est usée ». Je pense, comme Loïc Blondiot, qu'en réalité, l'aspiration démocratique dans notre pays est forte et majoritaire. Et s'il y a des agressions contre l'idée démocratique ou contre le fait démocratique, on peut les situer. Il y a des individus, des forces politiques, des logiques institutionnelles, économiques ou autres, qui sont auteurs d'agressions contre la démocratie. Donc, c'est pas proprement dit la démocratie qui est malade, c'est qu'il y a dans les puissances, dans les forces dominantes, de plus en plus l'idée qu'on peut se passer de la démocratie. Il y a une forme de peuplophobie qui s'est développée, notamment dans les élites françaises, et c'est pas tout à fait récent. Je songeais à 2005, quand il y a eu le référendum sur le traité constitutionnel européen, que les Français ont dit non. À ce moment-là, s'est développée, c'est vrai, dans les élites françaises, cette idée que mais qui a eu cette idée saugrenue de demander leur avis aux gens, mais en fait, enfin, ils savent pas pourquoi faire. Et plus vous essayez d'imposer une politique qui, en fait, ne protège que les intérêts qu'un petit groupe de personnes, plus finalement la démocratie est gênante. Et les Français en ont eu une expérience grandeur nature à l'occasion de ce conflit des retraites, qui est un conflit initialement social, puisqu'il s'agit de la répartition en fait du temps de travail, de la valeur ajoutée, de ce qu'on produit, de notre droit à bénéficier de notre travail, mais qui aujourd'hui prend une dimension tout à fait nouvelle, qui est la dimension démocratique. Puisque comment expliquer qu'une loi dont 93% des salariés ne veut pas, dont 70% des Français ne veut pas, dont 100% des centrales confédérales syndicales ne veut pas, dont on peut penser que peut-être, mais on le saura pour l'instant, on le sait pas, la majorité même des députés ne veut pas, comment une telle loi, donc qui prévoit la retraite à 64 ans, est entrée au moment où nous parlons dans le droit positif français? Et vous savez qu'au moment où nous parlons, il se passe quand même quelque chose d'extrêmement grave à l'Assemblée nationale, puisque dans le cadre du droit d'initiative parlementaire, en fait, vous savez que la Constitution de 58 prévoit que c'est l'exécutif qui a la domination sur l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, mais il y a quand même quelques petites fenêtres d'initiative parlementaire, c'est ce qu'on appelle les niches, les journées d'initiative. Le 8 juin, c'est une journée, 9h, minuit. Après, à minuit, ça se transforme en trouille, on peut plus continuer. C'est la niche du groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Et alors, en ce moment même, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous avez à l'œuvre une espèce d'immense brutalisation, triche, manœuvre, fourberie, magouille, appelez ça comme vous voulez. Mais il s'agit de brandir l'article 40 de la Constitution pour dire qu'en fait, cette loi ne devrait pas être examinée et votée. Ce qui est une aberration du point de vue à la fois du respect du Parlement lui-même et de son pouvoir d'initiative, et aussi du respect de la Constitution, puisque effectivement l'article 40 prévoit que nous, les députés, n'avons pas le droit de créer des charges sur le budget de l'État. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous faisons des propositions, nous créons en même temps des recettes, c'est ce qu'on appelle faire un gage, et donc il y a cet équilibre. Et la loi Liot, la proposition de loi Liot est gagée, elle est à l'équilibre. Et pourtant, vous avez actuellement la mise en péril du droit d'examiner cette loi. Du coup, la 5e, vous considérez qu'elle n'est pas réformable pour notamment ce genre de circonstances, et vous avez une proposition qui va au-delà de celle de vos camarades, c'est de dire il faut repenser l'ensemble via, je le répète, une 6e République qui passerait par la mise en place d'une constituante. L'Assemblée constituante, c'est l'outil par le biais duquel les citoyens français
décident de se doter ensemble de nouvelles règles du jeu. C'est un fait politique qui est à la fois patriotique, je dirais. C'est-à-dire d'abord, c'est l'idée de se dire, OK, ben on est français ensemble et on est d'accord pour être pas d'accord. Et donc, il faut qu'on crée des règles de conflit, des règles d'arbitrage de nos conflits. Et si on accepte une règle suprême qui nous permet d'être dans la conflictualité, ça veut dire que nous sommes d'accord pour faire nation ensemble, ça veut dire que nous sommes d'accord pour être un peuple et pas une foule. Et si il faut aujourd'hui absolument produire cette nouvelle norme suprême, c'est en particulier parce que le cadre actuel n'est plus ce garant du conflit au plan légal. La constitution actuelle nie même la possibilité d'un conflit politique entre le président et le peuple, puisque le président est élu au suffrage universel et qu'à partir de ce moment-là, il dit bon bah puisque vous m'avez élu, c'est qu'en fait c'est ça votre volonté et donc vous ne pouvez pas être en désaccord contre moi. Et donc du coup il n'y a pas de moyen d'arbitrer cela. Alors la 6e République, c'est ce qui sortira de l'Assemblée constituante et ça sera adopté ou rejeté par référendum. Et je pense qu'il faut commencer chacun d'entre nous à notre place, les citoyens, les politiques, les journalistes, les chercheurs, tout le monde doit s'y mettre pour commencer à forger cette nouvelle règle. Moi, j'ai tendance à faire une proposition, c'est que on parte d'une question qui est: faut-il encore un président de la République? C'est une question sur laquelle il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est une question qui est très concernante, parce que l'élection du président de la République, c'est l'élection à laquelle viennent le plus de citoyens. Il y a 50 millions de personnes en France aujourd'hui qui sont en âge et en droit de voter, il y en a 2,5 millions qui ne sont pas inscrits, il y en a 13 millions qui s'abstiennent ou votent blanc et nul au second tour, là, par exemple, en 2022. Mais si vous posez la question aux gens, faut-il encore un président de la République? Ça mobilise en chacun de nous une réflexion qui est de l'ordre de bon ben voilà, quelle est la nouvelle règle? C'est ça au fond une constituante pour la 6e République, c'est une volonté de trouver des modalités pacifiques de règlement du conflit dans un contexte donné qui est la France de la 5e République, qui est la France où désormais l'article 49.3, l'article 47.1, l'article 40 et ainsi de suite sont connus de tous comme étant des portes blindées face aux aspirations démocratiques, et où, comme il n'y a pas de modalité pacifique de régler les conflits, guette le danger de la violence, guette le danger du chaos. C'est-à-dire que si on s'y met pas tout de suite à faire notre 6e République, c'est ce que disait Camus, le fascisme viendra au chevet, mais pas pour prendre des nouvelles de notre démocratie. Ce que produit le chaos, c'est pas positif. Nécessairement, le chaos peut provoquer une justification de l'ordre, une justification de la violence, une justification de la fin des libertés. Si nous voulons et si nous croyons à notre système républicain, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, si nous y croyons, il faut qu'on s'y mette tout de suite à faire cette 6e République. Alors que c'était quand même une problématique fondamentale du mouvement social qui s'est produit, on n'a pas vraiment parlé de crise du travail, de la crise du capitalisme aussi. Et je pense que si les institutions, si la démocratie est en péril, c'est une forme aussi d'impuissance éprouvée par tous ce que vous appelez les citoyens, qui en fait sont réduits à être des citoyens, c'est-à-dire quelque chose d'abstrait d'une certaine manière, parce que qui se réduit à une fonction une fois par tous les 4 ans, tous les 5 ans ou quelque chose comme ça, alors que ce qui détermine la vie de ces gens-là, la vie de tout le monde, c'est concrètement ce que on fait au travail et comment on décide de ce qu'on produit ou pas. Actuellement, personne ne décide de ce qu'il produit, personne ne décide de ses horaires de travail, tout le monde est forcé et contraint à l'emploi. Enfin, les éboueurs en grève étaient réquisitionnés et il y avait la police qui venait et forçait les gens au travail. Et là, c'était un moment révélateur. Vous avez parlé longuement d'inertie des institutions dans l'engagement d'un renouveau, mais est-ce que vous pourriez aborder un peu plus précisément quelles pourraient être les causes de cette inertie et de la part des institutions? Je vais faire rapide.
Sur la question du travail, Jean Jaurès disait que la grande révolution avait fait du citoyen le roi dans la cité, mais l'avait maintenu serf dans l'entreprise. Et classiquement, le mouvement ouvrier se pose la question de savoir comment prendre du coup du pouvoir travailleur au sein de l'entreprise. C'est évidemment un défi qui est encore à l'ordre du jour, mais cependant, je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de faire le constat qu'on n'est pas roi dans la cité. Et que, comme le disait très bien Loïc Blandiot, l'objectif de remettre en cause le capitalisme dans certains secteurs ou dans les effets qu'il a dans la population, dans le cadre de nos institutions actuelles, c'est un vœu pieux, moi je le pense fondamentalement. C'est-à-dire, la question démocratique est en fait un préalable, puisque si c'est par la démocratie et l'émergence d'une majorité que l'on veut changer les règles, y compris économiques, il faut d'abord qu'on soit dans un cadre qui le permet. La deuxième chose sur l'inertie, ce matin, à l'Assemblée nationale, en commission des lois, nous avons examiné une proposition de loi qui met en place la reconnaissance du vote blanc, dans le sens où s'il y a plus de 50% de vote blanc, l'élection est annulée, qui met en place l'inscription automatique de tous les citoyens sur les listes électorales et qui met en place le vote obligatoire. Donc, on voit bien que le sujet, il existe et qu'il est en plus convoqué avec d'autant plus d'acuité que nous vivons cette situation des retraites où tous les élus, les parlementaires, sont sollicités par les électeurs sur des questions démocratiques. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une inertie, c'est une opposition. Les macronistes ont voté contre. La droite a voté contre. Donc, il y a en réalité un conflit politique autour du fait de savoir si oui ou non c'est un problème que des pans importants de la population soient exclus du droit civique au sens réel du terme. Parce qu'évidemment, formellement, on a le droit d'aller s'inscrire. Mais si la vie politique se déroule comme si de rien n'était, même quand il y a des océans d'abstention, c'est qu'en réalité, il y a des gens qui dépositaires d'une forme de pouvoir et qui en fait se fichent complètement de savoir qui participe. Et ça touche un dernier point, et je termine là-dessus. Nous avons auditionné dans le groupe de travail de l'intergroupe NUPES sur la 6e République la constitutionnaliste Laureline Fontaine. Et Laureline Fontaine, elle nous dit, on a un problème, c'est que c'est le rapport à la règle des gens qui exercent une certaine forme de pouvoir, pas une certaine forme, le pouvoir politique. Le constitutionnalisme, l'idée, c'est créer des règles qui limitent le pouvoir. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui ont un pouvoir et qui en fait n'acceptent pas la limitation de leur pouvoir. Et donc il y a un défaut d'éthique de la fonction gouvernante. Et on le voit là sur les retraites, on le voit parfaitement. Quand ils disent les insoumis, vous avez fait de l'obstruction et à cause de vous, on n'a pas pu voter. Et en fait, après, alors qu'on est 577 dans l'Assemblée nationale à attendre pour voter, ils annulent l'élection 10 minutes avant parce que l'Élysée a dit. Il y a un problème d'éthique de la fonction gouvernante. Lorsque là, par exemple, aujourd'hui, la présidente de la Commission des affaires sociales décide d'éliminer tous les sous-amendements des oppositions, il y a un problème d'éthique de la fonction gouvernante. Donc, ça aussi, ça fait partie des sujets sur lesquels nous devons, le corps social, le corps électoral et le peuple, prendre ça à bras-le-corps. Et je vais finir sur une note positive parce que je pense sincèrement que ces sujets sont sortis des colloques intellectuels, ont pris corps dans la société à l'échelle de masse. Et quand vous avez dans les mobilisations des gens qui ont des panneaux sur le 49.3 et pas qu'un seul, c'est absolument généralisé. Le 49.3 maintenant c'est entré dans les formules du quotidien. Quand vous êtes une bande de copains, vous allez au cinéma, il y en a un qui choisit pour tout le monde doit lui dire mais tu nous as fait un 49.3. Tout le monde a bien compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire que ça y est en fait. La monarchie, ce qui est à bout de souffle, c'est pas la démocratie. C'est cette monarchie présidentielle, c'est cette constitution de 58. Donc ça veut dire que, en fait, ce procès de ce régime-là, il est fait et nous sommes tous co-responsables de ce qui ressortira en termes positifs de construction d'une nouvelle règle du jeu.